tous. Vous m'entendez bien? Je ne sais pas si ça fonctionne. Parfait. Good afternoon. Good afternoon, everyone. It's a Bonjour, mesdames, messieurs, c'est un plaisir d'être parmi vous. Je m'appelle Zineb Sqali, je suis la directrice et je suis heureuse d'ouvrir ce panel de Women in Finance de l'AFIS aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui tourne autour du financement innovant et comment le financement innovant peut booster l'entrepreneuriat féminine. Je vais faire une présentation courte juste pour vous dresser un paysage avant d'inviter les panélistes et que je vais gérer et modérer dans quelques instants. Au cours de ces 15 dernières années, j'ai travaillé d'une part pour des institutions financières pour faire face à leurs défis financiers, mais j'ai également géré le travail concernant l'inclusion des femmes. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je chéris beaucoup parce qu'il y a une intersection, parce que j'ai porté deux casquettes, une intersection entre ces deux thématiques. J'ai dit qu'il s'agit de découvrir le potentiel à travers le financement innovant de l'entrepreneuriat féminin. J'ai des slides, j'ai le cadre, mais j'aimerais présenter cette discussion, lancer le débat avec une anecdote. C'est l'histoire d'Aminata. Elle a 23 ans, de Dakar, Sénégal. Elle a étudié l'anglais à l'université Anta Diop. Elle est devenue enseignante de l'anglais. Après 4 ans de carrière, elle voulait développer sa carrière au-delà de la classe et de l'enseignement. Elle a commencé Edulingui, une plateforme qui offre des outils linguistiques pour donner des informations en anglais, notamment dans les endroits ou les zones défavorisées. Elle a cru en son projet, mais elle s'est retrouvée enlisée. Elle avait quelques épargnes, un peu d'épargne et un petit prêt de sa mère, mais ce n'est pas suffisant pour faire rouler son entreprise. La maison n'est pas à son nom, il n'a aucune garantie à offrir. Elle ne connaît aucune femme comme elle qui aurait déjà fait ce projet et il a également un enfant en bas âge. Une autre tâche, malgré le soutien moral de son mari, elle se sent enlisée. C'est comme ça que nous allons lancer le débat d'aujourd'hui. Par quels moyens peut-on soutenir des femmes comme Aminata pour atteindre leur potentiel? Vous allez dire non, Aminata ne représente pas vraiment les femmes africaines et les femmes entrepreneurs africaines. C'est quelqu'un qui a un background lettré, qui vit dans une ville et il mène une entreprise basée sur la technologie. Vous avez raison, mais je choisis son histoire pour commencer le panel d'aujourd'hui pour deux raisons. La première raison, c'est que pour vous montrer que les personnes des femmes visionnaires avec un bagage peuvent faire face à des difficultés. Mais le plus important, nous voulons mettre au défi le discours concernant les femmes entrepreneurs. Quand les gens parlent de femmes entrepreneurs, ils pensent à des femmes dans des zones rurales qui trouvent des moyens pour subsister et pour faire vivre la famille. Bien sûr, cette catégorie existe, elle a besoin de soutien, mais plein d'autres femmes sont aussi ambitieuses que Aminata et ils veulent avoir une entreprise. Et ce sont celles qui ont besoin d'un financement et qui ont besoin d'un financement innovant pour transformer leur communauté et leur pays. Donc, au-delà d'Aminata, regardons les choses un peu en plus large pour voir pourquoi est-ce que ça importe et à quel point est-ce que c'est un problème prépondérant. Voici les chiffres. Nous avons le plus haut au taux de femmes entrepreneurs dans le monde. Un quart des femmes africaines sont entrepreneurs. En Afrique subsaharienne, ce chiffre représente 44%, c'est encore plus haut que ça. Mais encore, les entreprises gérées par des femmes sont sous-financées, ne sont pas bien récompensées et ne sont pas bien développées.
Les données ne sont pas parfaites, mais on dit que les femmes bénéficient de 6 fois moins de financement que les hommes. Et elles sont sous-compensées quand elles sont propriétaires, détenteurs d'une entreprise ou détentrices d'une entreprise. Elles font 44% moins d'argent que les hommes et elles restent, disons, à la tête d'entreprises modestes. Et même si nous avons 24 femmes entrepreneurs, les entreprises de femmes, donc 7% sont des entreprises importantes, c'est-à-dire avec plus de 500 employés. Nous avons des points communs qu'il s'agisse de normes financières, la sécurité, l'éducation, l'accès au transport et nous avons également des problèmes qui sont afférents seulement aux entreprises. Et c'est le sujet d'aujourd'hui. Les femmes ne sont pas assez éligibles pour avoir des prêts, ils n'ont pas de garantie, ils font face à des taux d'intérêt élevés, ils travaillent dans des entreprises informelles que les banques financières ou les institutions financières formelles ne financent pas. Et il y a également un phénomène intéressant. J'appelle ça les grands entrepreneurs. Même si les femmes ont un financement, plusieurs de ces financements sont des subventions. Donc 63%, c'est le pourcentage de financement que reçoivent les femmes dans le secteur de la technologie. On a choisi ce secteur parce qu'il est beaucoup plus documenté que l'entrepreneuriat de femmes de manière générale, mais c'est également le secteur où vous aurez tendance à penser que les investisseurs commerciaux ou qui intéresseraient les investisseurs. Même le secteur de la technologie, 52% de financement pour femmes de ces subventions viennent de subventions. Je ne dis pas que les subventions ne sont pas bien, mais elles n'aident pas forcément les femmes à promouvoir l'entreprise, à faire du réseautage commercial ou que ça leur donne des capacités sur le long terme. Ça, c'est une opportunité massive. Mais il ne s'agit pas seulement d'une opportunité massive pour les femmes, il s'agit d'une opportunité massive pour nos économies. On estime que l'inclusion de femmes entrepreneurs pourrait générer plus de 600 milliards au PIB africain en 2025. Ça paraît beaucoup, oui, c'est beaucoup. Ça représente 30% du PIB de toute l'Afrique subsaharienne. Donc là, on n'est pas ici pour aider les femmes. Si on n'est pas pour aider les femmes en tant que telles. Nous voulons que les femmes aident l'économie africaine pour générer encore plus de richesses et de PIB pour nous tous et toutes. Il ne s'agit pas seulement de PIB, parce que les femmes entrepreneurs ont un effet multiplicateur sur la famille, les communautés ou même sur la planète. Les études ont montré que 70% de revenus de femmes est réinvesti dans la famille, dans l'éducation, dans les soins de santé, leur bien-être, comparé à 35% d'hommes. Les entreprises créées par des femmes recrutent 73% de femmes, comparé à 20% de femmes employées dans les entreprises gérées par des hommes. Les femmes entrepreneurs ont tendance à monter des entreprises qui auront un impact positif sur l'environnement. Avec tout ce potentiel en main, dans quelle mesure peut le système financier exploiter ce potentiel? Nous allons en parler avec les panélistes. Il ne s'agit pas seulement d'acteurs financiers, mais nous avons un rôle et nous avons également des innovations majeures, prometteuses en Afrique. C'est ce qu'on va aborder. L'Afrique peut faire bouger les choses. Commençons d'abord par les obligations de genre. Les obligations de genre, c'est un instrument de dette qui peut canaliser le capital vers un projet, acheminer un capital qui autonomise en fin de compte la femme.
Ils sont issus par des gouvernements, par des institutions financières, mais également par des entreprises et par des banques. Ils aident dans des initiatives de financement importants au profit de femmes entrepreneurs. Ces obligations grandissent et s'étendent de plus en plus, comme vous le voyez à droite. Nous avons une croissance de 68% avec 4 milliards de dollars, 14 milliards de dollars en actifs. Et pourtant, l'Afrique traîne sur 160 obligations de genre. Seulement 5 existent en Afrique. Cela signifie que nous sommes en train d'être derrière un outil transformateur. Le potentiel vient de la Colombie, où Banco de Viviana a issu une obligation de genre en 2020. Ça a été structuré et enregistré par la Banque américaine d'interdéveloppement, IDB. Et cette obligation a donné un capital à 14 PME gérées par des femmes et l'accès à l'hébergement pour 40 000 femmes à revenus moyens. Il y avait des obligations de genre en Afrique, mais ils sont isolés. Ce sont des initiatives isolées, loin de l'échelle nécessaire pour créer un changement systémique. Donc, utiliser cet outil en Afrique peut promouvoir le potentiel des femmes et des entrepreneurs, et ça peut également combler le vide dans les investissements. Comment peut-on élargir cet outil en Afrique? Nous avons une autre initiative ou une autre opportunité que je voulais partager avec vous. Il s'agit de digitalisation de garantie. Digitaliser la garantie, qu'est-ce que cela signifie? C'est-à-dire utiliser des actifs non physiques ou immatériels comme une garantie à des prêts. Ça peut être l'historique de transactions ou son historique ou ses données commerciales de la personne. Et ce qui amplifie l'effet de ces garanties digitales, c'est la capacité de la banque à accepter des formes non conventionnelles de garantie, c'est-à-dire quelque chose autre que la propriété. C'est là où nous avons des institutions pionnières sur 50 pays qui permettent ces formes non conventionnelles de garantie. 15 institutions sont en Afrique. Et cela ne date pas d'hier. Au Ghana, ça a commencé il y a 15 ans. La Banque du Ghana a établi le premier registre de garantie en 2010, permettant aux femmes de ne pas seulement utiliser des prêts, mais également des actifs immobiles, comme l'inventaire, en tant que garantie. Le résultat émanant de cette initiative a été prometteur. 7 ans plus tard, les femmes entrepreneurs représentent 40% de tous les enregistrements ou les inscriptions où ils ont garanti 100 millions de dollars pour les PME. Et on peut aller encore plus loin parce que ça peut lever certaines barrières que confrontent les femmes pour sécuriser ou garantir ces financements. Au Kenya, par exemple, M-Shwari utilise une donnée Safari en offrant des prêts sans garantie conventionnelle. Nous avons plusieurs exemples. Il y a également le Nigeria. La banque d'actifs a validé des transactions pour donner des prêts basés sur le flux des entreprises. Ça réduit les barrières administratives et ça ouvre le financement et offre le financement à des clients, pas seulement des femmes, mais toutes personnes qui n'ont pas une propriété ou une garantie. La question devient comme suit. Et je vais donner la parole aux panélistes.
comment peut-on prendre ces innovations éparpillées pour les transformer en un potentiel? Donc, il ne s'agit pas d'une task d'une seule personne. Il faudrait que tout le système financier soit mobilisé pour changer la donne. Si vous prenez par exemple les obligations de genre, comme on l'a vu pour la Colombie, cet instrument peut mobiliser un capital énorme, mais il ne peut pas promouvoir l'entreprise. Le gouvernement doit mener le chemin en instaurant un cadre réglementaire pour que ces banques prospèrent. Ils peuvent créer également un environnement, un écosystème qui attire les investisseurs et qui encouragerait les investissements, et avec un traitement ou des incitations fiscales. Et les DFI peuvent devenir des catalyseurs. Ce sont des véhicules qui sont considérés comme des outils nouveaux ou à haut risque. Donc, ces institutions financières peuvent instaurer la confiance dans le marché et peuvent frayer un chemin pour les autres. Une fois que le marché est structuré, les institutions financières peuvent également utiliser toutes ces initiatives pour avoir des obligations de genre et pour cibler les femmes et élargir leur base. Ça nécessite un écosystème basé sur la coordination pour transformer ces opportunités. Digitaliser les garanties. Les gouvernements remplissent un rôle fondamental, et dans une autre étape, ça permettrait la création de ces inscriptions immobiles. Comme j'ai dit pour le Ghana, ça permet aux femmes d'utiliser leur inventaire ou par exemple les bétails. Donc ils ne peuvent pas le faire. Les institutions financières peuvent jouer un rôle important à travers des partenariats avec le gouvernement, à travers des cadres réglementaires et avec des institutions financières pour permettre tout cela grâce à la technologie. J'aimerais parler de l'éléphant dans la salle. Nous avons eu ces conversations pendant si longtemps maintenant, et ces véhicules seront utile seulement si les institutions financières et les acteurs économiques y trouvent du profit, s'ils considèrent les femmes comme un segment bénéfique et profitable, s'ils les considèrent comme un véhicule d'avantage et de concurrence, qu'ils le sont, ça changera la donne et ça changera les choses. Et c'est le sujet qui serait abordé par la thématique. Les obligations de genre attirent les investisseurs et ça oriente les institutions financières vers un financement. Les femmes entrepreneurs sont des clientes loyales et des bons emprunteurs, et ne pas restreindre le financement aux femmes seulement, adresser ou à traiter avec de nouveaux clients et diversifier les ressources de financement. Et comme ça, je vous cède la parole à Gianni et aux panélistes pour y mettre la lumière. Merci. Thank you, Zainab. That was fantastic and really does. Merci Zainab, c'était vraiment fantastique. Donc vous avez donné la base de notre discussion. Je suis correspondante des affaires pour le magazine Économiste. J'aimerais présenter nos panélistes fantastiques où nous avons des représentants. J'espère que le débat sera fructueux. J'aimerais commencer avec Gwendoline de EcoBank. Adiza Ambersa from Axis Bank et Nathalie des SFE et Ilham Lhlou de Sanlam Alliance. Thank you all for being here today.
Merci, mesdames. Je m'impatiente pour commencer ce débat avec vous. Zainab a fait un travail formidable parce qu'elle nous a donné ce qu'il faut, quels sont les défis, le discours et les barrières au développement et les capacités à long terme. Nous avons vu tout cela et nous voulons parler de nous voulons besoin de ces solutions innovantes, que ce soit des obligations de genre ou d'autres produits financiers qu'on peut utiliser pour, pas seulement pour aider les femmes africaines, comme l'a dit Zeynep, mais pour les rendre des actrices fondamentales pour booster l'économie et la croissance, l'essor économique du continent. Je sais que vous avez beaucoup de travail et vous avez travaillé avec des institutions financières sur l'obligation de genre. Est-ce qu'on peut parler de manière générale? Comment est-ce que les institutions financières peuvent utiliser ces services pour promouvoir les produits ou les offres à destination de femmes sur le continent? Merci d'abord pour la question et pour avoir invité ce panel, organisé ce panel. J'espère que la prochaine fois, nous allons avoir beaucoup plus d'hommes dans cette conversation. Donc, on continue à se convaincre et en parler entre nous. Nous allons rester isolés. Donc, avant de répondre à votre question, j'aimerais encore une fois Denab. La réalité est que les institutions financières n'ont pas encore découvert le potentiel de femmes et des filles. C'est ce que nous avons maintenant. Il s'agit d'une opportunité économique réelle. Le défi, c'est que quand vous regardez le travail qui a été fait pour faire avancer l'inclusion financière, on voit beaucoup de faits de progrès au niveau d'entrepreneurs, micro-entreprises et petites entreprises. L'intelligence artificielle nous aidera à faire avancer le financement dans ce secteur. On a parlé de femmes loyales comme clientes. Elles sont de meilleures emprunteuses en termes de risque et ça nous permet de collecter des informations des femmes, ces femmes qui sont loyales. Mais nous avons vu une accélération dans ce segment. Je ne parle pas de femmes qui sont déjà à la tête de grandes entreprises. Elles ont accès au financement. Il y a une grande compétition à ce niveau, de la concurrence. Ce qui manque, c'est l'opportunité. Là, c'est ce qui manque. Pour donner l'exemple de l'entrepreneur qu'elle a évoqué, nous avons une entrepreneur ici dans la salle, la FinTech. Elle a commencé à monter une affaire. C'est un modèle tel qu'il a été démontré. Mais les pays, nous avons 100 000 $ et 1 million de dollars. Mais nous avons les barrières. Ce sont les investisseurs. J'ai vu un programme lancé l'année dernière, She Wins Africa, qui duplique l'exemple de She Wins Arabia. Ils investissent dans le renforcement de capacité de ces femmes pour faire du pitching auprès d'investisseurs. Mais il faut faire le même pour les investisseurs, pour gérer ce biais relatif, les stéréotypes relatifs aux femmes. Donc, il faut commencer par la base parce que ça nécessite de lever ces barrières. Quand il s'agit d'obligations de genre, de ces obligations de genre, ce que j'ai apprécié, c'est que nous avons 3 raisons. D'abord, nous avons les données, le benchmark pour comprendre vraiment comment on peut concevoir des modèles d'obligations de genre. Et nous avons également les capacités, la capacité des investisseurs et des émetteurs. Nous voulons qu'ils comprennent le produit et comment ils peuvent utiliser ce produit. Le 3e niveau de défi que nous confrontons, c'est quand il s'agit d'avoir accès à des marchés différents, cette adaptabilité.
que fait la SFE, nous en tant que qu'assureurs sur des marchés? Nous l'avons fait dans plusieurs pays et en Afrique, nous avons soutenu des banques pour émettre la première obligation de genre sur le continent. Nous soutenons la collecte de données pour être informés, mais nous sommes également des investisseurs. Merci. Vous avez soulevé 2 points principaux concernant les bénéfices et la sensibilisation des investisseurs et le recueil de données. Avant de rebondir sur ce point, quelles sont les choses concernant les institutions commerciales? Comment est-ce que vous amenez les institutions financières à réfléchir à des produits pareils? Nous avons présenté un cas ici et on a exprimé le besoin. Quelle est la perception des institutions commerciales et de votre perspective? Comment les produits commerciaux, c'est-à-dire les obligations de genre ou tout produit qui ciblerait les femmes, comment peut-on développer ou faire évoluer ces offres? Merci pour la question. Je crois que les banques commerciales sont bien positionnées. On travaille au niveau local, nous comprenons le marché local et les défis que confrontent les femmes. Mais le problème persiste. Comment peut-on mettre autour de la table les investisseurs? C'est ce qu'a dit ma collègue. Comme on a dit plus tôt, avant cela, c'est très difficile. Il y a des gens qui comprennent les obligations on ne peut pas prêter de l'argent avec de la monnaie étrangère parce la monnaie locale est très volatile. On ne peut pas emprunter des dollars à des entreprises et nous ne pouvons pas s'acquitter de ce prêt en monnaie étrangère. Il faut que les investisseurs comprennent pour qu'ils investissent localement. Et nous avons également les taux d'intérêt. Donc, il faut faire une sensibilisation, une éducation, prise de conscience des investisseurs pour qu'ils comprennent la valeur à long terme et l'impact. Comme ce qu'a dit Zineb dans sa présentation, c'est un effet multiplicateur. Il ne s'agit pas d'un retour sur investissement rapide. Nous avons un effet multiplicateur. La famille bénéficie de cette évolution. Quand une femme prospère, on peut amener les investisseurs à comprendre la valeur. Et donc tout cela, quand tout cela est en place, on peut émettre ces obligations. Parce que nous avons besoin de comprendre le marché. Il faut que les gens achètent confortablement ces obligations. Une des choses que vous avez dites, que votre banque dispose de 11. Nous avons des initiatives de femmes. Nous avons une dette pour des prêts pour des femmes. Ce n'est pas seulement un financement. C'est l'une des choses que nous faisons d'ailleurs. Mais nous avons le renforcement de capacité, monter une entreprise, payer les impôts et maintenir la comptabilité. Et nous faisons ça en Afrique. Depuis le début, nous donnons le financement et puis on applique le financement. Mais maintenant, nous sommes en train d'aider les entreprises à mettre des structures pour donner un financement supplémentaire. Quand on a commencé à cette initiative, il y avait $1 milliard que nous avons prêté à des entreprises. Merci. Quand vous êtes du côté de banques commerciales, Hadiza a parlé de ces entreprises, de la banque qui peut contribuer à cet écosystème. Qu'est-ce qui va changer la mentalité des entrepreneurs pour les banques commerciales, pour aider ou pour émettre des produits, des offres qui cibleraient des femmes pour un investissement viable? Merci beaucoup.
avant de répondre à votre question concernant ce qu'on peut faire pour que les investisseurs soient plus intéressés, je pense qu'il est important de partager ce qu'on a fait de notre perspective à Ecobank. La vision et la mission de notre groupe bancaire, c'est de participer au développement, à l'essor économique et à l'intégration financière des économies là où nous opérons. Et comme vous le savez, 80% des PME sont gérées par des femmes. Le problème, c'est que ça majoritairement existe dans le secteur informel. En 2019, nous avons lancé le programme Elevate et c'est une filiale de notre groupe. Et 80 000 femmes ont bénéficié de ce programme et nous avons donné un financement de 800 millions de dollars. Et nous avons fait des programmes de formation en financement. Ça, c'est aussi un problème. Quand on a besoin de développer des entreprises, c'est parce que les femmes ne connaissent pas les opportunités et n'ont pas accès à cet écosystème. Deuxièmement, nous avons pu conclure des partenariats. On parle avec comme le fonds de garantie africain. Nous voulions trouver un fonds de garantie. Nous avons une convention de 200 millions de dollars avec ce fonds africain. Et nous avons lancé une initiative par Ecobank en Zimbabwe où nous avons donné des crédits revolving dans des communautés pour des femmes. Donc 50 000 femmes ont participé et vers la fin de l'année, il y avait 100 000 femmes qui ont participé à ces crédits, ou bénéficié de ces crédits revolving. Pour répondre à votre question, comment peut-on rendre les investisseurs plus intéressés par ce système ou l'investissement? Il faut changer notre discours. On dit toujours soutenir les femmes, mais investir dans des obligations de genre, c'est bénéfique. Vous allez voir des retours en investissement autant que sur une autre obligation de genre, une autre obligation conventionnelle. Il faut changer de discours. Le gouvernement, mais le discours doit changer. Ce n'est pas qu'on va le faire pour aider, mais ce sont des obligations qui peuvent avoir un bon retour sur investissement. Deuxièmement, Zineb en a parlé dans sa présentation, elle a dit que le gouvernement doit être impliqué et il peut participer en offrant des incitations fiscales à ses investisseurs dans des obligations de genre, parce que ça pourrait aider les investisseurs et attirer d'autres. Et on peut devenir innovant dans notre manière de structurer ces obligations de genre. S'ils sont structurés selon les normes, peut-être qu'ils ne seront pas aussi attractifs que d'autres obligations. Maintenant, c'est bien de parler de durabilité, c'est bien d'avoir un investissement à impact. Quand on parle de structurel, il faut mettre qui veut faire partie d'un investissement à impact pour investir dans les obligations de genre. Nous avons besoin de changer ce discours concernant le soutien aux femmes. Je pense qu'à ce moment-là, nous allons susciter l'intérêt des investisseurs. Et nous avons également la marque. Quand vous avez une obligation de genre, vous allez faire un roadshow et donc vous allez faire une tournée de présentation. Quand vous parlez d'obligations de genre, la communication doit changer sur ces obligations parce que vous voulez faire de l'éducation à la communauté. Quel est l'impact de ces investissements et sur l'aspect social et environnemental. Mais en même temps, vous avez besoin de sensibiliser par rapport au retour sur investissement dans les obligations de genre. Les obligations de genre ne sont pas pareilles, ne sont pas similaires à des obligations similaires. Donc il faut, dans ces initiatives, on peut mieux vendre les obligations de genre à des investisseurs potentiels. Mais il faut commencer par changer notre narratif. Avec tous ces changements, on parle beaucoup de durabilité, on veut tout mettre sous la durabilité. Mais ce sont des produits commerciaux d'un point de vue pratique. Ilham, vous êtes de l'autre côté des choses. En tant qu'assureur,
comment est-ce que des produits comme ça se présentent devant les investisseurs? Comment les investisseurs commerciaux les perçoivent? Et bien sûr, il y a le marché, ainsi de suite. Et un marché qui s'ouvre. Comment est-ce que vous allez percevoir ces obligations? Les institutions d'assurance font partie de ce panorama et je pense qu'ils peuvent faire énormément pour les obligations de genre, pour la question de femmes de manière générale. Ils peuvent agir sur un autre niveau parce qu'ils ont la capacité. Ils peuvent mettre l'accent, se focaliser sur deux niveaux. D'abord parce qu'ils sont des investisseurs. Les compagnies d'assurance sont de grands investisseurs dans le marché. Et tel qu'elle a été dit, les investisseurs cherchent des bénéfices, cherchent un retour sur investissement. Et ça a été montré avec des preuves de plus en plus, avec plusieurs études, que les investissements et les obligations, les investissements dans des activités féminines suscitent beaucoup plus d'intérêt et ils ont un retour d'investissement beaucoup plus important que dans d'autres entreprises. Ce sont des études très sérieuses. Quand on investit dans des sociétés où les femmes font partie du comité exécutif, qui sont dans le board, le taux de retour sur investissement est plus élevé. C'est quelque chose de très important. Quand un investisseur investit son argent, c'est pour avoir un retour sur investissement. Quand on dit investir dans quand on dit investir dans les obligations de genre, c'est-à-dire que vous allez avoir un retour sur investissement plus élevé. Et je peux vous donner un exemple sur Asia. Ou l'Asie, pardon, quand une banque a émis des obligations de genre, une compagnie d'assurance japonaise a acheté toutes ces obligations de genre parce qu'ils croient que le retour sur investissement est beaucoup plus important. Donc ça, c'est un. Les assurances jouent un rôle d'investisseur. Deuxièmement, les assureurs ont des produits, ils ont des primes d'assurance. Et pour ça, je crois qu'en tant qu'assureur, nous avons besoin d'offrir des offres spécifiquement aux femmes. Nous ne voulons pas avoir des offres, des produits à tous nos clients. Les femmes ont leur propre culture, leur propre spécificité. Et donc, les produits doivent être désignés spécialement pour les femmes. Où et quand, c'est important de concevoir ces produits. Je crois que si nous concevons plus de produits pour les femmes, nous allons promouvoir la capacité des femmes ou augmenter le taux de pénétration parmi les femmes. Une étude générale a été faite par une institution suisse a montré que si nous avons des fonds ou des capitaux sur un lieu de travail, nous allons avoir des revenus plus importants. Et si vous avez des retours ou des bénéfices, vous allez avoir un taux de pénétration ça va également augmenter les primes d'assurance pour les sociétés d'assurance. Et ce serait une équation gagnant-gagnant pour tout le monde. Il est important pour moi de dire que les compagnies d'assurance peuvent faire énormément pour leurs propres bénéfices, ainsi que pour les femmes. Oui, absolument. Le deuxième point que vous avez soulevé, des produits d'assurance, ça peut réduire les risques dans des situations pour les investisseurs quand ils savent que ce type de solution existe pour créer un écosystème autour de produits financiers qui cibleraient des femmes et des entreprises gérées par des femmes. Vous avez soulevé une chose, c'est au niveau de l'évolution. Comment peut-on augmenter l'offre? Comment est-ce que vous allez encourager ou donner des incitations ou peut-être des produits innovants qui seront faciles? Et pour changer le narratif, à part le changement de narratif,
qu'est-ce qu'on peut faire pour passer de 5 obligations de genre à combien, par exemple, d'obligations de genre ont été émises en Europe? Là, il faut présenter les opportunités qui vont avec. C'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de montrer à quel point, quel est le retour, quel est le bénéfice derrière cet investissement. Pour moi, investir dans les données pour montrer l'ampleur de ces opportunités pour les institutions financières. Il y a une autre idée que je voulais mentionner. Il faut continuer. Il ne faut pas regarder les femmes entrepreneurs de manière holistique. Quand je m'adresse à des femmes, quand j'échange avec des femmes, oui, le capital, l'accès aux capitaux est difficile. La capacité, oui, on en parle tout le temps. Mais beaucoup de femmes me disent: j'ai été envoyée à des formations de programmes de renforcement de capacité, mais là, j'ai besoin d'argent pour développer mon entreprise. Mais le grand gap qu'on ignore souvent, c'est l'accès au marché, l'intégration dans cette chaîne de valeur de ces grandes entreprises. Nous avons commencé un programme au Kenya où nous avons ramené 12 sociétés du secteur privé. Ils ont exprimé un engagement dans la diversification de leur chaîne de valeur. Et le résultat, c'est que des femmes entrepreneurs avaient accès à 100 entreprises. Mais ça, c'est un programme sur une échelle modeste. Mais on peut combiner ce programme à d'autres programmes relatifs à l'accès aux capitaux. Sinon, on ne va pas accélérer les choses. On ne peut pas précipiter. Et donc, vous allez donner un chemin et offrir des produits aux femmes. Quelles sont les grandes barrières? Est-ce que c'est réglementaire? Est-ce que c'est culturel? Est-ce que c'est l'accès aux fonds, aux capitaux? Quand vous avez parlé de là où l'argent est levé, quels sont les taux que vous avez établis pour ces prêts? Je pense que c'est un mélange de tout. C'est un mix de tout. Un manque de connaissance, de compréhension des obligations de genre, parce que c'est une notion nouvelle en Afrique. Les gens ne s'y connaissent pas vraiment. Et il y a un manque de compréhension de l'impact de ces obligations. Nous avons besoin de plus d'études d'impact. Et quand on a une levée de fonds, oui, je sais que les gens qui ont fait des formations de renforcement de capacité sans financement, je pense que ça ne concerne pas seulement les PME ou les micro-entreprises, les MPME. Ça peut laisser un impact sur d'autres parties de l'environnement. Là, on en a parlé avant ce panel, où on donne des financements à des entreprises structurées pour recruter de plus en plus de femmes et pour qu'ils encouragent la diversité sur le lieu du travail. Donc, ça laisse un impact. Donc, c'est un investisseur qui laisse un impact. C'est relatif à la prise de conscience. Pourquoi est-ce qu'il faut investir? Quel est l'impact, le retour sur investissement et à quoi il faut s'attendre? Même question pour vous d'un point de vue banque commerciale. On parle beaucoup de choses qu'il faudrait faire, mais quelles sont les stratégies spécifiques qui peuvent fonctionner? On parle d'éléments, plusieurs éléments. On a parlé de plusieurs éléments, d'acteurs. Mais qu'est-ce qui va fonctionner? Nous avons plusieurs pays. Chaque pays établit ses propres stratégies. On a dit au début qu'il s'agit d'une approche collaborative. Nous avons de nombreux acteurs qui doivent participer pour que ça fonctionne. En termes de stratégie, je crois que nous avons montré que les banques commerciales ont participé avec des programmes. Ils vont trouver d'autres programmes et services qui pourraient aider les femmes à atteindre le niveau prévu. Mais d'autre part, les gouvernements doivent remplir leur rôle parce qu'il doit y avoir des initiatives
des initiatives qui font partie de la stratégie nationale. Il y a des pays, quand une entreprise est montée dans un pays, il y a un pourcentage, un quota imposé sur ces sociétés. Nous avons également des incitations fiscales pour des entreprises qui recrutent des femmes. Je pense que le gouvernement doit incorporer cela à ses stratégies nationales pour en faire une réalité. Nous avons besoin d'apprendre d'expériences d'autres pays. Oui. Il y a des obligations de genre et on peut voir les avantages et les inconvénients. Maintenant, on voit au Maroc que vous avez lancé une obligation de genre, même chose en Afrique du Sud. Et nous allons également émettre une obligation de genre l'année prochaine en tant qu'entreprise. Et je crois que je parlais de Seynaba. Mais maintenant, quelles sont les leçons acquises? Parce qu'il faut toujours s'ajuster au fur et à mesure. Nous avons besoin d'utiliser les leçons des autres quand ils ont lancé ce produit pour ajuster. Nous allons lancer un cadre l'année prochaine. Nous voulons éviter les erreurs des autres. Nous avons besoin d'utiliser les partenariats et les conventions, et parce que ça implique des institutions et des organisations qui sont puissantes et qui ont de l'expérience et de l'expertise dans la question genre. La coopération, nous avons besoin de partenariats et de collaboration dans ces obligations, mais nous avons besoin de continuer à collecter des données. La plupart des gens maintenant lancent des initiatives en se basant sur ce qu'ils pensent ou ce qui se passe, mais nous avons un manque de données qui sont spécifiques aux femmes. Et les femmes dans quel domaine? Comme vous avez dit, nous avons fait une étude de cas. Vous avez présenté le cas de la dame au Sénégal. Ses besoins sont différents de celles qui se trouvent dans une zone rurale ou qui gère des matières premières, par exemple. Donc, il faut être précis dans la collecte de données parce que sinon, nous allons avoir des produits génériques et des produits globaux et qui ne répondront pas aux besoins. Mais il y a également la communication autour. Si nous ne disposons pas d'une communication basée sur le financement du genre, qu'est-ce que c'est que l'obligation de genre? Si on ne fait pas de marketing et de communication, nous allons rester à ce niveau très général d'obligation et nous n'allons pas orienter les investisseurs vers cette direction. L'intention de tous les acteurs, une approche collaborative est ce qu'il faut pour passer au niveau supérieur. Donc, pour continuer sur ce que vous avez dit, je me demande, même en Europe, quand on parle de la durabilité, mais le fait de guider les entrepreneurs, ça a été un grand effort. Il y avait des missions, il y avait de la communication. Je pense qu'il y avait un effort en amont et en aval pour que tout le monde soit à bord. Est-ce que vous voyez la même chose dans votre zone? Oui, je pense que nous avons la même chose. À EcoBank, nous n'avons pas seulement un programme, mais nous continuons de trouver des sources, des produits et des offres. Aujourd'hui, on a parlé de la zone de libre-échange africaine. C'est une zone importante, mais nous avons un hub de commerce. Ça permet aux PME de faire du commerce ou de connaître qui veut acheter ce produit d'un autre pays. C'est une initiative que nous avons entamée à notre niveau. On n'attend pas le gouvernement d'instaurer une plateforme importante. Nous avons un besoin, une femme au Ghana qui produit du beurre de karité. Et donc, nous voulons aider cette femme à commercialiser ce produit grâce à cette plateforme. L'accès à ce petit hub à travers notre banque, EcoBank, ça lui offre la possibilité de connaître tous les clients sur les 4 continents. Chacun doit participer à cette initiative. On n'attend pas cette initiative de grande envergure. Nous avons tous une communauté et nous avons un rôle à jouer. Oui, le gouvernement a un rôle à jouer, les institutions financières, mais nous aussi, nous avons accès à la population et nous avons besoin de trouver les solutions. Et le partenariat avec les fintechs sont clés. Nous avons les fintechs dans les halls et ça, c'est important. On en a parlé ce matin. Je le dis, je le
le redis. Si vous regardez par exemple l'inclusion financière qui fait partie des statistiques sur les femmes qui sont exclues de l'écosystème financier, c'est l'accès à Internet et l'accès aux données. Mais quand vous regardez les données, ça vous montre que en Afrique subsaharienne, moins de 40% d'adultes ont un compte bancaire. Mais pour Money Wallet, vous avez plus de 60% de personnes, d'adultes, qui disposent d'un Money Wallet. Donc le partenariat avec la FinTech et les opérateurs de la téléphonie, ensemble, on peut faire évoluer les choses. À EcoBank, on a fait un partenariat et dans la présentation, nous avons parlé de ce partenariat pour donner des microcrédits. Chacun de nous a un rôle à jouer et nous avons besoin de faire partie de cet écosystème et de cette chaîne de valeur, une chaîne de valeur collaborative pour atteindre ce niveau d'évolution et pour inclure les femmes dans l'écosystème financier pour participer à l'essor économique du continent. On a parlé du haut niveau, mais j'aimerais passer aux données. Ilham, vous avez parlé d'un manque de données. Même avec ces offres, ces programmes, ces produits en place pour une compagnie d'assurance d'offrir des produits, pour un investisseur, vous avez besoin de données pour faire le travail. Comment est-ce que vous faites pour pallier ce vide? Merci pour la question. C'est un véritable problème. Les données ne sont pas suffisantes pour une compagnie d'assurance. Nous n'avons pas assez de données sur les produits, comment ils sont utilisés par les femmes. Nous n'avons pas assez de données pour évaluer l'impact de nos actions pour les femmes. Donc, ça reste très difficile. Nous avons des solutions, mais on pense qu'elles sont appropriées. Nous avons besoin de faire une analyse d'impact. Et je crois que ce n'est pas un problème d'assurance, mais c'est un problème général. Aujourd'hui, quand on parle d'obligation de genre, on a vu les chiffres que Zineb nous a projeté. On parle de 170 obligations de genre dans le monde et seulement 5 sont en Afrique. Ce n'est pas significatif. Je pense que nous avons beaucoup de choses à comprendre de ces données. C'est un problème de sensibilisation, de prise de conscience de la part des assureurs, des gens qui peuvent bénéficier de ces obligations. Nous avons un problème de prise de conscience de la part du gouvernement, des banques, des compagnies d'assurance. Les gens n'en sont pas conscients. Nous avons également un problème à concevoir la meilleure solution pour atteindre la cible. Et si on n'a pas les données, on ne peut pas avoir les bons produits. Et si jamais on ne va pas avoir les bonnes données, on n'est pas capable d'analyser, on n'est pas capable d'ajuster et de mener de cas d'actions correctives. Donc il est très important d'avoir ces données. Les données est une partie indispensable. Sans ça, je ne pourrais pas concevoir le produit et je ne peux pas non plus donner le bon prix. Donc le pricing, ça dépend des bonnes données et c'est un sujet clé qu'il faudrait traiter. Et je voudrais vous interpeller, Nathalie, parce que vous avez parlé de la question des données auparavant. Comment vous allez collecter plus de données? Comment vous allez créer des systèmes qui soient beaucoup plus concentrés sur les bases de données, que ce soit par rapport à l'éducation des investisseurs ou la création de produits d'assurance? En effet, la collecte des données est un élément clé au niveau de la Banque mondiale. On travaille avec les gouvernements afin de s'assurer de renforcer leurs capacités. Nous avons aussi des initiatives où nous avons un certain nombre d'institutions financières, à peu près qui dépassent les centaines, qui font des engagements par rapport à l'avancée de genre. Ça commence aussi au niveau total. Chaque fois qu'on s'engage avec une institution financière et qui travaille sur des programmes des femmes, notamment ceux de l'année dernière, pour, par exemple,
1 sur 5 dollars qui a été investi, il fallait que ce soit dédié à la femme et il faudrait que ce soit reflété au niveau de données. Disons que ce soit fait au niveau gouvernemental, au niveau des agences de réglementation et même que ça se reflète sur le terrain. Allez à vous. En pensant au programme qui pourrait faciliter ces éléments-là, qui pourraient renforcer notre capacité, qu'est-ce que vous en pensez des données? Qu'est-ce qui se passe avec les données que je suis sûr certains les collecter à un certain niveau? Qu'est-ce que vous faites avec ces données-là collectées afin de faire avancer le programme et de permettre le progrès des personnes qui font partie? Tout d'abord, on l'utilise en interne. Peut-être il n'y a pas assez de données au niveau à travers l'Afrique, mais on les utilise aussi avec, avec les instances internationales. Mais à un certain moment, tout le monde a accès à les banques, au niveau banques, etc. Et on essaye de faire beaucoup de progrès avec. Donc, comme ça a été dit, il faut que ce soit un effort concerté. Tout le monde parmi nous devrait faire un effort pour et la collecte et le partage des données et travailler avec ces données pour les questionner et les interpeller et pour répondre à des questions. Je voudrais revenir vers vous, Nathalie. Avec les données, quel type de matrice faudrait-il mettre en place? Quel type de benchmark et de matrice il faudrait mettre en place? Même s'il y a par exemple des institutions commerciales ou par exemple un investisseur commercial qui va regarder de ça de très près. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour collecter, par exemple, des données spécifiques pour un projet spécifique? Il faut regarder comment le secteur privé pourrait faire avancer sa participation économique et quelle devrait être sa contribution qu'il devrait apporter sur la table. On voit déjà par rapport à la question de recrutement, par exemple, au benchmark. Déjà, c'est diversifier la force de travail. Combien de femmes vous avez recrutées? Combien? Donc, les entreprises sont au front. Deuxièmement, c'est avoir la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de valeur. Combien vous allez avoir de prestataires ou de fournisseurs? Combien de données que vous pouvez collecter dans la perspective de diversification de votre chaîne de valeur? Combien de femmes sont-ils recrutées au niveau des petites et moyennes entreprises? Et à partir de qui vous allez acheter ça? Et troisièmement, c'est au niveau des accès. Quel est votre niveau d'accès des femmes à ces services? Mais aussi la question de numérisation ou de digitalisation. Quand on pense au futur du travail, au futur de la force de travail, au futur de l'économie, la nature de l'économie même, combien de femmes sont-elles capables d'accéder aux services digitaux? Je pense qu'aujourd'hui, une des plateformes leaders dans son domaine pour la collecte des données sur le genre, on a besoin d'avoir plus de collecte de données, mais aussi de partager ces données collectées sur le marché. Il faudrait avoir un hub, un pôle de données, avoir une approche genre omniprésente dans le secteur privé. Nous sommes tout au début de ce processus et il faudrait agréger ces données-là au niveau de plusieurs plateformes. Parce que sans ça, les institutions financières ne peuvent pas concevoir des produits. C'est intéressant que vous avez fait un point sur ces hubs de données. Nous savons très bien que, par exemple, ces entreprises et secteurs privés, notamment les institutions financières en général, ils sont beaucoup plus orientés vers le résultat. Pour pouvoir investir dans ce type de produit et pouvoir le mettre à échelle, ça. Vous avez soulevé un point qui concerne que tout le monde devrait faire leur part. Je vais collecter des données, je vais concevoir ou désigner un problème. Je ne vais pas attendre à ce qu'il y ait une politique ou qu'il y ait une réglementation qui entre en vigueur. Comment vous allez voir, par exemple, ça au niveau général encore? Quel est l'impact? Et afin qu'il y ait plus de prise de conscience et le changement de récit. Je pense que Nathalie l'a déjà dit. Il a fait un commentaire par rapport à l'agrégation de la collecte des données. Et je voulais utiliser ça pour élaborer encore plus un point qui nous concerne toutes et tous en Afrique. Vous savez, nous n'avons pas des bureaux de crédit ou du bureau d'échéance. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Si je voudrais, par exemple, moi, prêter de l'argent, par exemple, à un individu ou à une personne, vous savez très bien
que, par exemple, dans les banques, il y a une base de données dans laquelle vous mettez le nom de la personne, vous allez avoir un score, une note. Et nous n'avons pas ça. Et nous, au niveau, le continent, notamment la partie subsaharienne, nous n'avons pas ça. Donc, nous avons seulement les données qui nous sont communiquées à travers les documents que nous amène le client. Et sur cette base-là. Deuxièmement, on fait tous la collecte des données de façon individuelle, mais personne ne fait l'agrégation. Donc, nous avons des données qui sont dispersées partout. Ceci, ça ne va pas nous aider à évaluer ou trouver ou pointer du doigt les besoins. Ceci, ça devrait nous aider à trouver les meilleures données et les meilleures solutions en fonction. Les données sont un élément primordial, mais il faudrait qu'on puisse ramener ces données vers une plateforme qui soit accessible pour tout le monde. Quand vous quittez votre pays, vous êtes en train de faire un paiement sur, par exemple, un terminal. Il n'y a pas normalement, ce n'est pas l'OPS, ce n'est pas le Général au Bank of America. C'est juste un paiement, un terminal de paiement. Mais au niveau de nos pays, quand vous allez par exemple à un supermarché, vous voyez 5 POS, 5 terminaux de paiement. C'est-à-dire que nous mettons l'ensemble de nos énergies pour collecter les données. Imaginons si nous avons mis en place une plateforme unifiée, une plateforme qui va nous permettre de collecter les données et ça va nous permettre d'analyser encore davantage. Je vous dis ça, pourquoi? Parce que pour rebondir sur votre question, chacun de nous qui fait son effort, on va avoir des efforts collectifs. Ça va nous permettre de réduire les écarts par rapport au budget, genre, et si les gouvernements vont, et le gouvernement va participer, la société civile aussi va participer, les agences de développement vont y participer, le secteur financier va y participer aussi, et nous allons continuer à avoir encore plus d'initiatives basées sur la communauté. Et comme par exemple dans l'Afrique subsaharienne, nous avons ce qu'on appelle junkies authentiques, où les personnes mettent ou ramassent de l'argent pour prêter de l'argent à des femmes pour travailler leur terre et qui n'ont pas accès à des financements. Et on peut travailler aussi sur la fintech. On peut voir que cet effort collectif qui peut être fragmenté aux petits, à ce moment-là, on va passer à l'échelle supérieure et on va avoir une reconnaissance au niveau national. Avec les efforts de marketing et de communication, on peut permettre cette mise à l'échelle supérieure pour atteindre le haut niveau auquel on aspire. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre panel. Avant le panel, on nous a pensé que c'était 1 heure. Ça va être assez lent, mais il se trouve que nous avons déjà dépassé le temps. On m'a dit de mettre terme à ce panel. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, pour votre attention. C'était vraiment un panel très intéressant et merci infiniment pour l'ensemble de vos contributions, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.